Nous nous intéresserons ici à la philosophie de Montaigne, et non pas à l'image de la philosophie, image souvent critique, que Montaigne nous transmet dans les essais, par exemple sous la forme, je cite, d'une poésie sophistiquée, d'un enseignement rébarbatif de la logique, ou encore d'un idéal moral inaccessible. Je cite ici Montaigne, « À quoi faire ces pointes élevées de la philosophie sur lesquelles aucun être humain ne se peut asseoir ». La philosophie que nous évoquerons, c'est donc la philosophie que pratique Montaigne dans les essais. Principalement, pour le dire vite, comme un exercice du jugement qui prend la forme d'essai du jugement, c'est-à-dire d'une mise à l'épreuve du jugement. Mais tout d'abord, je voudrais donner quelques éléments de contexte. Le premier élément sera l'humanisme. Qu'est-ce que l'humanisme ? C'est un courant intellectuel qui voit dans l'Antiquité grecque et romaine la clé d'une régénération intellectuelle, morale et politique. C'est un courant qui s'étend sur 3 siècles. Il est né en Italie au XIVe siècle et il s'achève à la fin du XVIe siècle. Montaigne, né en 1533, mort en 1592, en est l'un des tout derniers représentants. Il a été formé aux humanités, les studia humanitatis, disait-on en latin, qui désigne donc l'étude des grands auteurs grecs et latins, et par extension l'étude des langues, le latin, plus marginalement le grec encore que, et l'hébreu, qui permettent d'accéder aux textes de l'Antiquité et de correspondre également avec les savants de l'Europe entière. Le père de Montaigne, Pierre Ayckhem, avait demandé à ce que tout le monde parlât latin au château, pour que le tout jeune Montaigne donc apprenne le latin un peu comme sa langue maternelle, comme Erasme l'avait recommandé, comme méthode d'apprentissage dans ses écrits pédagogiques. Ainsi, Montaigne nous dit avoir appris à lire dans les Métamorphoses d'Ovide. Il entre ensuite, à l'âge de 6 ans, au Collège de Guyenne, à Bordeaux, l'un des meilleurs établissements scolaires de tout le royaume à l'époque, pour suivre donc un cursus humaniste, à base de grammaire et de vocabulaire, principalement donc grammaire latine, à raison de 14 heures par jour, dit-il, dans le chapitre 26 du livre 1 des Essais, selon une discipline qu'il compare par ailleurs à un instrument de torture. Les Essais sont donc l'œuvre d'un humaniste, notamment parce que c'est un livre très érudit qui comporte de très nombreuses références, citations, implicites ou explicites, exemples tirés de l'Antiquité grecque et latine, mais aussi une très grande sensibilité aux questions de forme et de style. Montaigne avait été initié au cours de sa scolarité à tous les secrets de ce que l'on appelait l'art oratoire. À tout moment, donc, quand nous lisons les essais et que nous nous interrogeons sur la philosophie de Montaigne, nous nous trouvons confrontés à la question des sources. C'est un énorme travail pour le chercheur, à la fois très stimulant et un peu décourageant, dans la mesure où chaque ligne des essais a un ou plusieurs antécédents dans la littérature antique, parfois par l'intermédiaire d'un auteur contemporain, par exemple un traducteur comme Jacques Amyot, qui traduit les vies parallèles de Plutarque, qui fournissent à Montaigne un matériau inépuisable, comme à Shakespeare à la même époque, Shakespeare connaissant d'ailleurs Montaigne à travers la traduction de John Florio en 1603. Difficile au premier abord donc de dire ce qui appartient à une philosophie de Montaigne plutôt qu'à ses sources. Partout dans les essais, on trouve du Sénèque, par exemple, du Lucrèce. Montaigne cite pas moins d'un 16e du De Natura Rerum, le grand œuvre de Lucrèce, soit plus de 400 vers qui sont donc cités dans les essais. On trouve aussi bien sûr du Platon, l'auteur le plus cité par Montaigne, du Cicéron bien sûr, etc. Donc la philosophie de Montaigne nous apparaît d'abord dans ce contexte comme un effort d'appropriation des auteurs antiques. Alors je dis bien des auteurs au pluriel. Montaigne se réfère certes en priorité à un tout petit nombre d'auteurs, essentiellement Plutarque et Sénèque, je dirais, et Platon, mais il est très important de voir qu'il s'agit d'une pluralité. On verra tout à l'heure pourquoi c'est si important. Montaigne, donc, se tient
également à distance. Il dit « qu'irais-je choisir ?» Il profite en quelque sorte de cette liberté intellectuelle qui lui est offerte par la pluralité des auteurs, et se réserve donc la possibilité d'aller puiser ici et là, chez Platon, chez Lucrèce, chez Sénèque. Il emprunte donc tous les jours, lorsqu'il écrit, à ses auteurs de prédilection, mais n'est pas le disciple de telle ou telle école philosophique, qu'il considère donc comme des écoles, et pour l'essentiel, des écoles dogmatiques, c'est-à-dire des écoles qui admettent des principes que le disciple doit considérer comme vrais. Montaigne, en revanche, se donne la liberté de développer des pensées philosophiques sur le mode du comme s'il était épicurien, comme s'il était platonicien, comme s'il était stoïcien. Notons que la pratique du comme si bénéficie d'un prestigieux antécédent dans l'Antiquité elle-même. Il s'agit donc de l'Académie de Platon, mais d'une académie devenue sceptique, que l'on appelle la Nouvelle Académie, et que Montaigne connaît principalement par Cicéron. Je cite une citation tirée des Académiques de Cicéron. « Nous sommes d'autant plus libres et plus indépendants que notre jugement demeure intact. » Nous trouvons cette citation en latin dans les Essais. Montaigne trouve en quelque sorte dans, on va dire, la compréhension qu'il a de sa pratique de la philosophie, divers antécédents, et notamment celui-là, dans l'Antiquité. Le développement des philosophies antiques, ou plutôt leur reprise, sur le mode du comme si, permet de conserver l'indépendance du jugement personnel, alors même que chaque école de philosophie, donc dans l'Antiquité, a une force de conviction qui lui est propre. Montaigne cultive ce que j'appellerais la réserve sceptique du jugement. Il lui arrive d'être plutôt stoïcien ou plutôt épicurien selon les passages, mais le chercheur doit faire attention à ne pas isoler tel ou tel passage des Essais pour en conclure un peu vite que Montaigne serait par exemple néo-stoïcien. On a des passages, notamment à la fin du livre 3, dans lesquels Montaigne semble consentir à l'ordre du monde. Il ne faut pas en conclure que Montaigne serait, comme d'autres auteurs de l'époque, comme Guillaume du Vers ou Juste Lipse, néo-stoïcien. Il l'est peut-être à ce moment-là, mais à d'autres moments, souligne un chercheur, un spécialiste de Montaigne, André Tournon, aujourd'hui décédé, aucune assertion isolée ne peut à elle seule faire office de preuve. Dans les Essais, donc, aucune assertion isolée ne peut faire à elle seule office de preuve. Le second élément de contexte que je voudrais aborder, c'est celui de la Réforme. La Réforme marque, elle aussi, pourrait-on dire, une volonté de retour aux sources, en l'occurrence la Bible, les Écritures saintes. Luther note que la Bible ne mentionne ni les saints, ni la Vierge Marie, ni les indulgences, qui permettaient d'avoir bon espoir de gagner sa place au paradis contre de l'argent. La traduction donc de la Bible par Luther en allemand, par Calvin en français, à la même époque, doit permettre à tous d'avoir accès à la parole sainte. Montaigne n'y voit pas le retour à une vérité originelle, mais une nouvelle interprétation. Je donne un exemple, l'interprétation de l'adverbe hoc, dans la phrase prononcée rituellement lors de l'office religieux, hoc est enim corpus meum, ceci est mon corps. Montaigne écrit « Combien de querelles et combien importante a produit au monde le double sens de cette syllabe hoc ». Double sens puisque les catholiques pensent que le corps du Christ est réellement présent dans le pain et le vin, les protestants qu'il s'agit d'une présence symbolique. Et donc les théologiens s'écharpent sur la question de la transsubstantiation. Pour Montaigne, donc, le retour au sens littéral ne permettra pas d'arrêter le conflit des interprétations. Je cite encore, « Et cela se moque qui pense réduire nos débats et les arrêter en nous rappelant à la parole expresse de la Bible. » Pire, aux yeux de Montaigne, la Réforme a multiplié les controverses au lieu de les résoudre. J'ai vu en Allemagne que Luther a laissé autant de divisions et d'altercations sur le doute de ses opinions et plus qu'il n'en a soulevé sur les Écritures saintes. On pourrait se demander si la recherche d'un langage plus rigoureux
ne permettrait pas de lever les ambiguïtés et les malentendus. Montaigne l'envisage, par exemple, pour les traités internationaux, hein, où il faut, ayant exercé comme membre du Parlement, ayant eu des fonctions juridiques, donc Montaigne connaît bien le monde du droit. Et il évoque donc cette forme de parler certaine, appropriée sans doute en droit, mais qu'il est beaucoup moins dans l'interprétation des textes religieux. De même, il ne croit pas que les commentaires des grands auteurs antiques, Aristote par exemple, permettront un jour de revenir donc à l'intention originelle ou d'extraire une vérité du texte. Je cite : « Je ne sais qu'en dire, mais il se sent par expérience que tant d'interprétations dissipent la vérité et la rompent. Aristote est mort, pourquoi espérer saisir sa pensée mieux qu'il n'a su le faire lui-même ? Le 100e commentaire, écrit Montaigne, renvoie à son suivant, plus épineux et plus scabreux que le premier ne l'avait trouvé. » On le voit donc, Montaigne va remettre en question une série d'idéaux de la pensée de son temps. Aucune lecture des textes ne nous permet d'en avoir une interprétation définitive. Montaigne prend en quelque sorte son parti de cette profusion des interprétations dont il est le contemporain et va mesurer en quelque sorte la force de l'esprit des uns et des autres, la force des interprétations, préférant donc, je cite, ouvrir la matière plutôt que la fermer. Alors, il y avait bien dans la pensée médiévale une vérité transcendante, une vérité dont on pouvait essayer d'établir le sens de manière certaine. Mais Montaigne nous dit que s'il y a une vérité transcendante, alors qu'il connaît par la traduction de Raymond Sebon, il avait traduit donc un théologien catalan à la demande de son père, c'est son premier, en quelque sorte, sa première publication. Et dans la pensée thomiste de Raymond Sebon, il y a bien une vérité transcendante à laquelle l'homme peut accéder. De même, Montaigne suppose qu'il y a des lois de la nature qui ont commencé par régir la vie des premiers hommes, mais aux yeux de Montaigne, cette vérité transcendante, ces lois de la nature, sont perdues. Elles sont perdues. Malheureusement, donc, nous sommes voués à la pluralité des règles sociales et des opinions. La pensée, donc, doit prendre son parti d'opinions infiniment diversifiées. Voilà donc pour les éléments de contexte. Un dernier élément étant très important à prendre en considération, il s'agit donc de la bibliothèque privée dont bénéficie Montaigne. Alors c'est un phénomène relativement nouveau à l'époque. Montaigne a grandi donc au contact direct des livres. Mentionnons le fait, par exemple, qu'entre 1470 et 1530, Montaigne est né en 1533, la production de livres a été multipliée par 10, principalement par l'invention par Gutenberg des caractères mobiles en plomb. De même, les 95 thèses que Luther a placardées sur la porte de l'église de Wittenberg le 31 octobre 1517 n'auraient pas connu une telle diffusion si elles n'avaient été aussitôt imprimées et diffusées sous la forme de livrets. Alors Montaigne dispose à titre privé d'une bibliothèque d'environ un millier de livres, selon sa déclaration, ce qui est absolument considérable à l'époque. Une centaine lui aurait été léguée par son ami La Boétie, et Montaigne donc fréquente assidûment la librairie, ce qu'il appelle sa librairie, c'est-à-dire sa bibliothèque privée, depuis qu'il a décidé de prendre sa retraite, de se retirer dans son château en 1571. Alors il fait partie de cette génération de lecteurs qui entrent en contact direct avec les livres. La lecture n'est plus médiatisée, pourrait-on dire, par le contexte scolaire, universitaire ou religieux. C'est une situation nouvelle qui est encore en grande partie la nôtre aujourd'hui. Alors, Paul Ricoeur, le philosophe, parle à ce sujet, à la Renaissance, donc de l'affranchissement de la chose écrite. Intéressons-nous
à cette pratique de la lecture que l'on trouve chez Montaigne. Montaigne en fait un objet de réflexion. Il écrit par exemple « Je feuillette les livres, je ne les étudie pas ». Il affiche une autre intention que celle qui consisterait à mémoriser le contenu des livres. Ce qui lui importe n'est pas tant donc l'assimilation perpétuelle des contenus, mais plutôt la formation de pensée personnelle qu'il appelle des essais, former son jugement au contact des auteurs. C'est assez complexe, on y reviendra, mais Montaigne commence par afficher une sorte de dilettantisme. Il se décrit en lecteur nonchalant, procédant à pièces décousues. Il dit par exemple qu'il n'a jamais lu plus d'1 heure de suite. Il s'essaie en revanche à former un jugement personnel sur tel passage qu'il aura trouvé chez Plutarque ou chez Platon. Prenant ces arguments, je cite, sur tout sujet, y compris sur une mouche, dit-il, sans doute une allusion au genre de l'éloge paradoxal que l'on trouve dans l'Antiquité chez Lucien de Samosate et qu'Érasme a repris dans l'éloge de la folie, l'un des ouvrages donc les plus célèbres du XVIe siècle. Cela ne veut pas dire, pourtant, que le contenu des livres serait indifférent. Aux yeux des humanistes, en effet, les pensées des auteurs constituent la nourriture de l'esprit. Montaigne utilise à ce propos, reprend à Sénèque une métaphore, celle des abeilles qui vont butiner les fleurs pour en faire leur propre nectar. La métaphore se trouve dans le chapitre sur l'éducation des enfants, intitulé donc « De l'institution des enfants », chapitre 26 du livre 1. On peut y voir donc la reprise d'un idéal humaniste qui est celui de l'appropriation des pensées des auteurs et même aussi parfois de leur style, dans ce que nous appellerions aujourd'hui des pastiches et que auxquels les élèves s'exerçaient. Le rôle des citations, donc dans les essais, mentionné tout à l'heure le fait qu'elles sont très nombreuses, est de fournir en quelque sorte une sorte de nectar à la pensée, nectar que la pensée personnelle devra transformer en miel de son cru. C'est aussi certes une manière de se rendre crédible auprès d'un public de pairs, de lecteurs humanistes. Et Montaigne ne manque pas de souligner qu'il va trouver chez les auteurs ce qu'il pensait déjà. Il se découvre ainsi, je cite, philosophe imprémédité et fortuit, découvrant chez Platon ou chez Lucrèce des pensées qu'il aurait eues et qui étaient donc des pensées philosophiques, alors même qu'il l'ignorait encore. Montaigne, assez curieusement, donc, pose même l'équivalence entre la pensée personnelle et l'histoire de la philosophie, la première étant virtuellement ce que la seconde est historiquement. Je cite, « La philosophie a tant de visages et de variétés, et a tant dit que tous nos songes et rêveries s'y trouvent. » Donc même si on ne trouve pas la référence adéquate que l'on cherche, elle existe de toute façon. Une sorte d'équivalence entre le cheminement de la pensée personnelle et ce que la philosophie a déjà proposé. Alors, selon Montaigne, donc, il faut s'approprier les pensées des auteurs, mais pour mieux penser par soi-même. Je cite, « Je ne dis les autres, sinon pour d'autant mieux me dire ». Donc Montaigne parle en quelque sorte par auteur interposé pour mieux se dire lui-même. Alors, c'est évidemment l'entreprise de rédaction des essais qui va nous intéresser maintenant. Ayant projeté donc de se retirer au château pour écrire, Montaigne raconte dans le chapitre de l'oisiveté, chapitre 8 du livre 1, la mésaventure qui s'ensuivit. Alors il dit s'être retiré donc dans son château pour s'arrêter et rasseoir en soi. Montaigne a alors 38 ans. Nous savons par des notes manuscrites qu'il a laissées dans ses ouvrages qu'il possédait personnellement, il a laissé de très nombreuses notes manuscrites. Par exemple, 1 millier de notes sur son exemplaire du De Naturarum de Lucrèce, sur son Lucrèce. Alors, cela signifie donc que Montaigne a commencé à écrire sous forme de notes antérieurement à la rédaction des essais. Il souhaite faire œuvre propre, si l'on pourrait dire, une œuvre personnelle, et au départ, il aurait donc été confronté, je cite, à l'ineptie et à l'étrangeté de ses pensées personnelles.
donc de pensée non maîtrisée. L'écriture lui offre l'occasion, donc, dit-il, d'avoir honte de ses premières productions, et sans doute aussi de les mettre en ordre, de les améliorer. L'écriture va donc garder trace des pensées personnelles. Montaigne se confronte rétrospectivement à ce qu'il écrit. Il évoque à de très nombreuses reprises donc la relecture, qui lui permet de revivifier le sens de ses pensées, alors que le sens, il en a oublié le sens, et en quelque sorte de le réinventer. Montaigne est au fond l'œuvre d'une seule œuvre, même s'il a écrit par ailleurs partiellement, alors son secrétaire en a écrit une partie, mais il a écrit une partie lui-même du journal de voyage en Italie, qui sont des notes de voyage, parfois un peu plus, de son périple en Italie. Dans les essais, donc, l'écriture nous apparaît comme une conscience de soi différée dans le temps. Montaigne se retrouve par la relecture. Alors, pourquoi écrit-il ? Il nous dit « pour mes parents et amis », il congédie le lecteur, dans l'avis au lecteur, en disant que son ouvrage n'aura pas grand intérêt. Je ne me suis proposé aucune fin que domestique et privée. Tout se passe donc chez Montaigne comme si la valeur exemplaire, l'universel, disons, la valeur universelle était brouillée. Nous le verrons à d'autres occasions. L'homme n'a pas spontanément accès à l'universel comme il le croit. Évoquons donc la question du temps. Montaigne dit qu'il a perdu le sens de ce qu'il voulait écrire. Dans le temps, en effet, chacun n'en finit pas de différer de lui-même. Il existe des différences qui nous distinguent d'autrui, mais aussi des différences qui nous distinguent de nous-mêmes dans le temps, qui nous éloignent de nous-mêmes. Je cite, « Et se trouve autant de différences de nous à nous-mêmes, que de nous à autrui. » Il y a donc toujours du changement, de la variation, même concernant donc les pyramides d'Égypte, qui sont très stables en apparence. C'est un héraclitéisme. La philosophie de Montaigne est un héraclitéisme, tout se transforme et tout le temps. Ainsi, note Montaigne, les rayons du soleil nous semblent darder de manière continue, mais c'est sans doute une illusion. En réalité, ils sont sans doute discontinus. Ce qui est continu, donc, c'est la variation. Il est certain que notre perception, notre jugement et les facultés de notre âme en général souffrent selon les mouvements et altérations du corps, lesquels sont continuels. Il en va de même pour le jeu, dont la variation est désignée sous les termes de volubilité et de discordance. Montaigne découvre en lui des visages qui changent avec le temps. Je cite, « Je donne à mon âme tantôt un visage, tantôt un autre, selon le côté où je la couche. » L'écriture, au lieu de stabiliser ce que nous appelons aujourd'hui le sujet, contribue paradoxalement à sa variation, alors même qu'elle semble apporter de l'ordre à la pensée. Les essais, donc, n'ont pas de but, de direction, de télos, qui fasse sens et donnerait donc à l'aventure un sens téléologique, un point d'arrivée qui justifierait les variations antérieures. Montaigne écrit donc « J'ajoute, mais je ne corrige pas ». L'étude de soi exhume, met au jour des visages multiples au cours du temps. L'un n'a pas de valeur supérieure à l'autre. Chacun se trouve par exemple lâche et courageux, mesquin et généreux, valeur morale certes, mais dans le temps, donc ces visages font partie, à titre égal, de ce que nous appelons aujourd'hui notre personnalité, à des titres et à des degrés divers. Montaigne écrit « Toutes les contrariétés s'y trouvent, selon quelques tours et en quelque façon. » Pascal s'en souviendra, dans le fragment 7.14, « Contrariété. L'homme est naturellement crédule, incrédule, timide, téméraire. » Il est donc très difficile de dresser un portrait cohérent de l'homme. Dans ce contexte donc, que nous pouvons qualifier d'héraclitéen, l'œuvre écrite apparaît néanmoins comme un moyen de se réapproprier à soi en permanence. Montaigne compense la perte du sens par sa recréation.
Il écrit donc « j'ajoute mais je ne corrige pas ». Alors, ce qui est littéralement faux, puisqu'il arrive à Montaigne de corriger, nous le voyons sur ce que l'on appelle l'exemplaire de Bordeaux, qui est le dernier état de l'ouvrage, des essais à la mort de Montaigne, dernier état connu, puisque nous avons en marge des notes manuscrites de Montaigne. Donc c'est une écriture donc, qui tient registre des pensées, mais c'est aussi une relecture perpétuelle qui permet d'en réactualiser le sens, que le matériau en soit fourni par Platon, par Cicéron, par Lucrèce ou par Montaigne lui-même. C'est ça qui est intéressant. Alors Montaigne accepte cette variation qui est conforme à sa conception de la vie, je cite, « c'est être, mais ce n'est pas vivre, que se tenir attaché et obligé par nécessité à un seul train. Les plus belles âmes sont celles qui ont le plus de variété et de souplesse. » Montaigne va donc emprunter, nous l'avons dit tout à l'heure, à différents auteurs. Il y a des moments où il apparaît sceptique, d'autres où il apparaît stoïcien, mais ces différentes philosophies ont le statut d'emprunt. Ce sont des emprunts parmi d'autres, pourrait-on dire, et auxquels on ne peut absolument pas identifier la philosophie de Montaigne. En revanche, ce que l'on peut voir en lisant les essais, c'est que Montaigne met à l'épreuve son jugement personnel. C'est-à-dire chaque emprunt à telle ou telle philosophie, chaque exemple historique également, les exemples historiques occupent une place très importante dans les essais, est l'occasion pour le jugement personnel de s'exercer et de mettre à l'épreuve des opinions, des convictions irréfléchies, qui n'auraient pas été encore réfléchies. C'est également donc cette mise à l'épreuve un procédé que Montaigne recommande dans l'éducation des enfants. Je cite donc la méthode évoquée par Montaigne dans le chapitre 26. Le précepteur donc proposera des doctrines philosophiques ou des exemples historiques à l'élève afin qu'il exerce son propre jugement. Je cite, qu'il lui fasse tout passer par l'étamine et ne loge rien en sa tête par simple autorité et accrédit. Les principes d'Aristote ne lui soient principes, non plus que ceux des stoïciens ou épicuriens. Qu'on lui propose cette diversité de jugements, il choisira s'il peut, sinon il demeurera en doute. Alors, ce passage pourrait être considéré comme l'une des professions de foi sceptiques de Montaigne. Je ne le crois pas vraiment. C'est plus, disons, une manière de mettre en évidence toute l'importance de l'esprit critique. Montaigne nous montre, en cette occurrence, mais aussi dans tant d'autres, dans les essais, qu'il n'y a pas finalement de présupposés qui tiennent. C'est la revendication d'une liberté que nous appelons aujourd'hui l'esprit critique. À tout moment, dit Montaigne, il faut que le jugement maintienne son droit. L'exercice qui consiste à douter fait partie, bien sûr, de l'essai du jugement. C'est une méthode donc pour détacher le jugement des adhésions, des crispations que nous avons en réalité spontanément. Alors, la critique a montré finalement que cet exercice du jugement, que l'on peut parfois appeler le doute, ne correspond que très imparfaitement aux formes historiques du scepticisme, le pyrrhonisme ou l'académisme sceptique. Ainsi, Frédéric Brahamy, spécialiste de Montaigne entre autres, a montré que la force égale des arguments que l'on trouve dans le pyrrhonisme ne fonctionne pas bien chez Montaigne. Montaigne dit qu'il se laisse entraîner à un argument, et donc dans le temps finalement, la pensée se laisse entraîner. Il faut faire un effort ensuite pour s'arracher à cette conviction et adopter un autre point de vue qui permettra de critiquer le premier. Mais il n'y a jamais en même temps de force égale des arguments. C'est une situation totalement fictive dans les essais. Montaigne écrit « Je m'entraîne quasi où je penche, comment que ce soit, et m'emporte de mon poids ». Il y a une adhésion dans l'instant à la pensée qui convainc. Il s'agit donc plutôt, pour Montaigne, de contrebalancer une opinion, un jugement ou une conviction par la considération des choses sous un autre angle. Selon une formule que l'on trouve écrite sur l'une des poutres de la bibliothèque de Montaigne, alors au plafond, effectivement, il y a une série de ce qu'on appelait des sentences,
qui ont été gravées par Montaigne, et l'une de ces sentences, c'est Iudicio alternante, par une alternance de jugement, hein, qui décrit assez exactement la manière dont procède Montaigne. Voilà. Le jugement s'oriente dans une direction, mais il ne faut pas oublier de le faire alterner, c'est-à-dire de lui donner l'occasion de considérer la question sous un autre point de vue. Alors, cette méthode a bien sûr des antécédents historiques. Nous avons signalé la Nouvelle Académie. Il y a aussi l'art de la discussion que Montaigne a pratiqué au collège, in utramque partem, c'est-à-dire dans un sens et dans un autre, hein, sous forme, on dirait aujourd'hui, de débat. Voilà. Il y a des antécédents. Hein. Alors, Montaigne donc se donne une liberté que l'on peut appeler sceptique si l'on veut, mais la liberté donc d'examiner les positions des uns et des autres sans hypothéquer sa propre indépendance. Hypothéquer, le terme est de Montaigne. Cela revient à revendiquer donc une parfaite liberté doctrinale que Montaigne découvre notamment, on l'a dit, dans l'académisme sceptique, hein, selon la formule « qu'irais-je choisir ?» Alors, le dessein de Montaigne n'est pas, comme on l'a cru longtemps, de connaître le moi, le terme ne figure pas dans les essais, et à travers cette connaissance du moi, de connaître l'homme. Son dessein est plutôt de soumettre ses propres jugements, et ceux des auteurs, à un essai, c'est-à-dire que l'essai n'est pas d'abord théorique, il n'a pas une finalité cognitive, mais réflexive. Cela change tout. L'intention n'est pas de connaître tel ou tel objet, mais de ne rien laisser subsister en soi sans le soumettre à la vue de son jugement. Je prends un exemple, l'hostilité de Montaigne à l'égard des médecins, que Montaigne dit avoir hérité de sa famille, est soumise à examen dans le chapitre 37 du livre 2. Et c'est l'occasion donc pour Montaigne de dire beaucoup plus que son antipathie à l'égard des médecins, c'est l'occasion de faire passer une sorte de test rationnel à cette propension familiale et personnelle. Ainsi donc, Montaigne reconnaît en lui un ensemble d'inclinations, de convictions spontanées, d'opinions empruntées d'autrui, etc. Mais ce qu'il se propose de faire, c'est donc un effort rationnel pour ne pas dépendre de ce donné. Il va donc faire passer au crible du jugement les considérations spontanées et les pensées qu'il emprunte aux auteurs. Il écrit « Je ne compte pas mes emprunts, je les pèse », c'est-à-dire il ne s'agit pas de faire nombre avec une accumulation d'emprunts, mais de les peser, de les méditer, de les faire passer donc au crible du jugement. Alors, le programme de l'essai serait donc le programme de la philosophie de Montaigne, qui est de faire passer une opinion empruntée, ou une opinion non réfléchie, à l'état de jugement, un jugement que l'on pourrait assumer à la première personne. Voilà. Je pense que la philosophie des essais reste profondément rationaliste, pour cette raison. Alors, on pourrait donc voir que il n'y a pas évidemment que les auteurs dans les essais. Il y a aussi, par exemple, l'expérience. Montaigne, c'est le titre du dernier chapitre des essais, Montaigne va tenter de fonder ses jugements sur l'expérience. Mais par ailleurs, on ne peut pas dire qu'il serait par avance en quelque sorte empiriste, puisqu'il va limiter la place de l'expérience personnelle en disant qu'elle est nécessairement qu'elle est contingente et relative, et extrêmement limitée. Il faut même savoir s'en détacher. Ainsi, Montaigne écrit « Et les communes imaginations que nous trouvons en crédit autour de nous et infusent en notre âme par la semence de nos pères, il semble que ce soit les générales et naturelles. » Nous avons tendance à confondre les coutumes, les idées, les mœurs des personnes qui constituent notre entourage, avec des lois universelles de la nature. C'est une réflexion, bien sûr, qui est portée par une sorte de critique de la coutume que l'on trouve, du conditionnement par la coutume, que l'on trouve notamment au chapitre 23 du livre 1. Je cite « Les lois de la conscience, les lois morales, que nous disons être issues de la nature, naissent de la coutume. Chacun vénère intérieurement les opinions et les mœurs approuvées autour de lui, et ne s'en peut écarter sans remords, ni s'y conformer sans satisfaction. » Donc il s'agit aussi de prendre une distance à l'égard de ce que nous croyons naturel, à l'égard des choses qui
nous paraissent aller de soi. Dans les faits, donc, l'expérience est infiniment diverse. Ainsi, Montaigne explique, c'est un exemple que l'on trouve chez Cicéron, qu'il n'y a pas deux œufs semblables. On trouvera des différences dans tous les éléments donc, de la réalité. Voilà. Donc, l'expérience n'est pas suffisante en matière de connaissance. Elle n'est pas suffisante et il faut suppléer donc à cette expérience extrêmement limitée qui est la nôtre par la lecture des auteurs, mais aussi par le voyage et par l'imagination. Donc, il faut apprendre donc, à cultiver en quelque sorte le sens du relatif pour bien juger. Voilà. Faire effort pour bien juger, c'est être capable aussi d'imaginer d'autres formes de vie et de pensée que celles dont nous avons l'habitude. L'expérience est ainsi dépassée dans les essais par de très nombreux exemples, fournis par l'histoire, mais aussi parfois par l'imagination. Parfois on a du mal à en décerner l'authenticité, au sens où Montaigne va imaginer d'autres formes de vie et de pensée. Alors, cela fait partie évidemment aussi de la bonne éducation. Alors, je cite un passage qui montre bien cette conscience que Montaigne veut avoir de la contingence et de la relativité de l'expérience de chacun. Si nous voyons autant du monde comme nous n'en voyons pas, nous apercevrions, comme il est à croire, une perpétuelle multiplication et vicissitude de formes. Il n'y a rien de seul et de rare eu égard à la nature, mais par rapport à notre connaissance, qui est un misérable fondement de nos règles et qui nous représente volontiers une très fausse image des choses. Ces dernières remarques sont tirées du chapitre des coches, c'est-à-dire des moyens de transport, chapitre 6 du livre 3, et peuvent se lire comme une méditation sur la découverte du nouveau monde. Notre monde vient d'en découvrir un autre, dit Montaigne. C'est l'occasion donc pour la pensée européenne de s'interroger sur la contingence et la relativité de règles que l'on croyait universelles. Pour Montaigne, c'est aussi l'occasion, cette découverte de l'Amérique, de réfléchir sur la portée de nos jugements. Au-delà de notre expérience, il y a des mondes que nous n'imaginions même pas, qui nous obligent donc à relativiser nos pensées et qui nous obligeront peut-être un jour à réviser nos convictions. Prenons l'exemple des monstres et des miracles, sur lesquels Montaigne va apporter une réflexion critique. Prenons l'exemple du monstre. Montaigne pense que le monstre, finalement, est relatif à notre connaissance qui reste limitée. Ainsi, il prend l'exemple d'un enfant difforme qui est montré comme bête de foire à des fins lucratives. On pense à Elephant Man, au film de David Lynch, dans le chapitre d'un enfant monstrueux, chapitre 30 du livre 2. Il n'existe pourtant pas de monstre, nous dit Montaigne, au regard de l'infinité des formes que l'on trouve dans la nature. Ceux que nous appelons monstres ne le sont pas à Dieu. Ceux que nous appelons monstres ne le sont pas à Dieu. C'est-à-dire, la monstruosité est relative à notre regard. On doit donc supposer, pour mieux juger, l'existence de mondes qui ont été réels, le sont ailleurs ou le seront demain. Ces mondes contiennent également des formes en nombre infini. Il en va de même pour les miracles. Si nous jugeons un phénomène miraculeux, c'est sans doute que notre connaissance est extrêmement limitée. Alors Montaigne prend par exemple le soin de noter que le Nouveau Monde, découvert avec la découverte des Amériques, n'est sans doute pas le dernier continent à être découvert. Peu de temps après, donc en 1606, la découverte du continent australien par les marins néerlandais de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales lui donne raison. En proposant donc une vision du monde beaucoup plus large que celle qu'on avait à l'époque, Montaigne tire les leçons en quelque sorte du bouleversement scientifique de son temps, notamment avec le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme que l'on trouve chez Copernic. Copernic agrandit en même temps le rayon du monde connu d'un facteur 2000. Ce phénomène est moins connu. L'Europe devient une petite partie du monde, la Terre un point dans le système solaire,
Et dans l'Apologie de Raymond Sebon, le plus grand chapitre des Essais, chapitre 12 du livre 2, Montaigne réserve un accueil plutôt favorable à Copernic, à la différence de la quasi-totalité de ses contemporains. Alors, ce n'est pas qu'il serait par principe favorable aux nouveautés, il critique la nouveauté par ailleurs, ou que l'héliocentrisme correspondrait mieux à l'idée qu'il se ferait du monde, une théorie qui aurait plus de chances d'être vraie, mais la raison qu'il donne, c'est que cette nouvelle cosmologie a pour avantage de relativiser fortement l'importance de la Terre. Je cite, « Mais qui se présente comme dans un tableau cette grande image de notre mère nature en son entière majesté, qui lit en son visage une si générale et constante variété, qui se remarque là-dedans, et non soi, mais tout un royaume, comme un trait d'une pointe très délicate, celui-là seul estime les choses selon leur juste grandeur. » C'est un passage dont Blaise Pascal, à l'évidence, se souviendra. Donc Montaigne guide ici notre imagination à dépasser les bornes du monde connu et à penser que l'univers, ce que nous appelons aujourd'hui l'univers, qui apparaît à cette époque mais dans la pensée de Giordano Bruno, penseur italien, et donc la Terre se trouve en quelque sorte reléguée à n'être qu'un petit monde, ce qui ne correspond bien sûr pas à l'idée que l'homme se fait de sa grandeur. Face au bouleversement astronomique de son temps, Montaigne se réfère à 7 reprises à la pluralité des mondes, une hypothèse qu'il trouve chez les auteurs antiques, notamment chez les épicuriens, donc une hypothèse quand même évoquée à 7 reprises dans les Essais. Je cite, « Or s'il y a plusieurs mondes, comme Démocrite, Épicure et presque toute la philosophie à penser, que savons-nous si les principes et les règles de celui-ci touchent pareillement les autres ?» Nous ne savons pas si les connaissances physiques qui valent pour notre monde valent pour d'autres mondes. Alors, je dirais que par analogie avec la réflexion de Montaigne en matière cosmologique, la réflexion que l'on appellerait aujourd'hui ethnologique sur les mœurs et les coutumes des peuples est tout à fait comparable. En effet, Montaigne remarque qu'il y a des peuples qui pratiquent le cannibalisme, d'autres où l'on ne regarde pas la personne que l'on salue, d'autres enfin où c'est un honneur de ramasser les troncs du roi. La puissance de la coutume donc apparaît à Montaigne comme un breuvage de Circé, la magicienne qui avait transformé Ulysse et ses compagnons en pourceaux. Montaigne écrit qui diversifie donc notre nature comme bon lui semble. Dans ses pensées comme dans ses actions, l'homme dépend toujours de coutumes particulières. Il pose la question « Que ne peut-elle en nos jugements et nos créances ?» Ainsi, donc, si nous lançons notre imagination à concevoir des coutumes, quelles qu'elles soient, des manières de vivre, l'imagination ne sera jamais prise en défaut par le réel. Nous trouverons dans le passé, à l'avenir peut-être, des coutumes qui correspondront à ce que l'on imagine. Tant l'expérience humaine est diverse. Ainsi, donc, Montaigne voit dans la manière de vivre des Indiens Topinamba, sur la côte atlantique du Brésil, la confirmation de l'hypothèse selon laquelle aucune manière de vivre n'est a priori exclue. Il souligne en effet que ce peuple n'a aucune espèce de commerce, aucune connaissance des lettres, aucune science des nombres, aucun nom de magistrat, ni de supériorité politique. Par rapport à ce qu'on appellera par la suite le mythe de l'âge d'or et que l'on trouve chez les poètes antiques, l'imagination est comme prise en défaut, c'est-à-dire que l'imagination européenne n'est pas allée aussi loin que ce que les Européens découvrent chez les cannibales. L'intérêt de Montaigne pour les Amérindiens est un geste philosophique, et pas seulement le fruit de sa curiosité. Bien sûr, il s'instruit à partir de témoignages, notamment de Jean de Léry, l'Histoire fait en la terre de Brésil, ouvrage datant de 1578. Mais sur la base de ces témoignages, donc, Montaigne propose une puissante lecture philosophique de la découverte du Nouveau Monde. En effet, la découverte du Nouveau Monde nous permet de porter une appréciation plus juste sur ce qui se passe en Europe. Il faut imaginer donc des perceptions du monde très différentes des nôtres, non seulement chez les hommes, mais aussi chez les animaux. Certains ont en effet une vue plus perçante que nous, d'autres une ouïe beaucoup plus développée,
Et l'argument est d'inspiration sceptique, bien sûr, Montaigne le trouve dans l'Antiquité, il le développe dans l'Apologie de Raymond Sebon, et conteste en fait le privilège que l'homme s'attribue en matière de connaissance. Je cite, « Tout ce qui nous semble étrange, nous le condamnons, et ce que nous n'entendons pas, comme il advient au jugement que nous faisons des bêtes. » Montaigne va montrer que nous n'avons pas de bonnes raisons de tenir les animaux dans une sorte de mépris épistémique, comme si les animaux étaient dépourvus de connaissances et que la science était réservée à l'homme. Montaigne ne limite pas bien sûr ses sources aux anciens, il s'informe chez les auteurs contemporains, même si le plus souvent il ne les cite pas. Alors non pas parce que ces nouvelles études nous rapprocheraient de la vérité, encore une fois, mais parce que nous avons intérêt à multiplier les références. En la matière, donc, les livres prendront efficacement le relais de l'expérience et du voyage. Je cite, « En cette pratique des hommes, j'entends y comprendre et principalement ceux qui ne vivent qu'en la mémoire des livres. » La lecture des auteurs antiques garde toute son importance, précisément parce qu'elle permet d'entretenir une certaine distance par rapport aux modes intellectuels et aux théories en vigueur. Toute opinion, au fond, toute pensée est bonne à prendre et à examiner parce qu'elle illustre l'extrême diversité de l'expérience humaine. Voilà. Alors, en matière d'éducation, donc, il faudra développer très tôt chez l'enfant cette capacité à imaginer d'autres points de vue, à enrichir le nombre des références, à multiplier les points de repère, afin d'échapper à l'étroitesse d'esprit. C'est le sens de ce que Montaigne appelle la fréquentation du monde. Je cite un passage des Essais, tiré du chapitre 26 du livre 1, « Il se tire une merveilleuse clarté pour le jugement humain de la fréquentation du monde. Nous sommes tout contraints et amoncelés en nous, et avons la vue raccourcie à la longueur de notre nez. On demandait à Socrate d'où il était. Il ne répondit pas d'Athènes, mais du monde. Lui, qui avait son imagination plus pleine et plus étendue, embrassait l'univers comme sa ville, jetait ses connaissances, sa société et ses affections à tout le genre humain, non pas comme nous qui ne regardons que sous nous. » Ainsi, donc, Montaigne trouve dans l'Antiquité un antécédent prestigieux, en la figure de Socrate, qui aurait été capable, même si Socrate n'était sorti d'Athènes qu'une ou deux fois à peine pour combattre comme soldat, il a été capable donc d'étendre son imagination à tout le genre humain et de tracer ainsi l'horizon d'une pensée que l'on pourrait appeler donc littéralement cosmopolite. L'essayiste invite donc son lecteur à faire de même, à suppléer par l'imagination au voyage, aux livres, deux occupations que leur coût réservait à l'époque aux plus fortunés. Chacun doit pouvoir embrasser l'univers comme sa ville à l'instar de Socrate et devenir en quelque sorte citoyen du monde sans bouger de chez soi. Alors c'est un cosmopolitisme chez Montaigne, évidemment, qui est très éloigné du cosmopolitisme stoïcien. En fait, c'est une pensée qui vient du stoïcisme, mais elle n'est pas appuyée chez Montaigne sur une conception rationaliste et quelque peu impérialiste du monde. Le cosmopolitisme de Montaigne découle de l'effort pour prendre en considération d'autres idées, d'autres mœurs, considération qui équivaut donc à une attitude de tolérance, à l'égard donc d'opinions que nous ne partageons pas spontanément et de mœurs qui ne sont pas les nôtres. C'est un effort fondamentalement de mise en perspective et de relativisation. Montaigne va jusqu'à souligner et accepter donc la contingence de nos croyances religieuses. Je cite, « Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands. » Montaigne était périgourdin, le château étant Périgord. La religion donc lui apparaît comme un phénomène humain, relatif, qui relève déjà de ce que nous appellerions aujourd'hui la culture. Je cite un passage de l'Apologie de Raymond Sebon, « Nous ne recevons notre religion qu'à notre façon et par nos mains, et non autrement que comme les autres religions se reçoivent. » C'est-à-dire toutes les religions sont des phénomènes humains, et en tant que telles, donc, elles portent la marque de la contingence, de la relativité. Alors, on pourra objecter que Montaigne est catholique, qu'il a plusieurs fois proclamé sa foi catholique, même si certains membres de sa famille sont passés du côté protestant. Alors,
je cite ici l'obéissance professée par Montaigne, aux saintes prescriptions de l'Église catholique, apostolique et romaine, en laquelle je meurs et en laquelle je suis né. Déclaration donc dans le chapitre des prières, chapitre 56 du livre 1. Et l'on voit donc dans sa formulation même, la profession de foi accorde une place centrale à la contingence, en laquelle je meurs et en laquelle je suis né. Et donc l'effort de Montaigne va être de demander sans arrêt, à travers les exemples, que ce soit les Amérindiens ou les exemples antiques, si nous nous imaginions nés ailleurs. Ne serions-nous pas disposés à admettre d'autres professions de foi ? Nous aurions certainement d'autres croyances. De même, si nous nous imaginions différents. Montaigne vit à travers les grands personnages dont il essaie d'apprécier les actions ou les pensées. L'acceptation donc de la contingence nous dispose à la tolérance, au sens où il faut s'abstenir de professer le mépris ou d'user de violence envers ceux qui ne croient pas les mêmes choses que nous. Montaigne est le contemporain, entre autres, d'une terrible chasse aux sorcières, donc notamment, on le voit, donc, qui est cautionné par les grands esprits de son temps, Jean Bodin, un auteur qu'il estime par ailleurs, un grand juriste, qui recommande le bûcher pour les prétendues sorcières. Montaigne dit qu'il s'agit sans doute davantage de leur donner de l'élébore plutôt que de la ciguë. L'élébore était la plante que l'on donnait aux fous. Montaigne est témoin donc de l'effondrement de la société dans laquelle il vit sous l'effet des guerres de religion. Et il veut, en quelque sorte, analyser les causes de ce fanatisme meurtrier. Rappeler que nos convictions, nos mœurs restent contingentes. Alors, je cite une citation donc pour montrer ce sentiment de la relativité et de la contingence. Tant de remuements d'état et de changements de fortune publique nous instruisent à ne pas faire grand miracle de la nôtre. Il y a dans d'autres parties du monde, dit-il, des peuples qui sont heureux, qui ne connaissent pas la guerre civile, comme la France à cette époque, des gens qui ne manquent pas de vivre en paix et de prendre du bon temps. Il faut donc sans arrêt se représenter d'autres hommes, d'autres mœurs, d'autres époques et même d'autres mondes pour contrecarrer la tendance à croire que notre expérience délimiterait étroitement les frontières de l'univers et concernerait le genre humain dans sa totalité. Montaigne lance en quelque sorte ces considérations alors que la colonisation a déjà bien commencé et qu'elle s'est traduite, souligne-t-il, par une effroyable boucherie. La question n'est pas « qui suis-je ?» question qui ornait le médaillon personnel de Montaigne, mais plutôt « et si j'étais autre ?» On a longtemps interprété Montaigne de manière, les essais comme une entreprise introspective. Montaigne aurait cherché à se connaître lui-même en fouillant en quelque sorte son âme, un peu à la manière d'un examen de conscience. C'est une lecture des essais qui ne fonctionne pas. Montaigne sans arrêt se demande donc « et si j'étais autre ?» c'est-à-dire est-ce que nous pouvons envisager les choses sous d'autres points de vue ? Sans cesse, il se projette dans d'autres manières de vivre et de penser. Et s'essayer soi-même, c'est paradoxalement s'imaginer à la place des autres. Je cite un passage des essais tiré du chapitre 37 du livre 2, qu'on a déjà évoqué à propos de la médecine. « Pour me sentir engagé à une forme, je n'y oblige pas le monde, comme chacun fait, et croit et conçoit mille contraires façons de vie. » Alors, Montaigne invente une sorte de perspectivisme, en fait. Non seulement le réel est divers, mais chaque chose se présente à nous sous de multiples visages, un terme qui comporte 200 occurrences quand même dans les essais. Et donc, pour mieux connaître le réel, il faut en explorer les différents aspects. Il prend l'exemple du bâton dans l'eau, mais aussi du vin, par exemple. Le vin, c'est un exemple sceptique, paraîtra amer en raison des tanins qui le constituent, mais aussi doux en raison des sucres qui le constituent également. Et donc, il n'y a pas une approche qui serait juste, l'autre fausse, mais ces différentes perspectives, alors Montaigne utilise le terme prospect,
font que nous devons avoir une approche diversifiée du réel. Les choses changent d'aspect selon le point de vue d'où on les observe. Alors ce n'est pas ce que l'on appellerait aujourd'hui un subjectivisme, au sens où la vision que l'on a du réel s'épuiserait dans la considération subjective. Chaque sujet a bien, je cite, divers lustres au sens d'un aspect et divers considérations à proposer à ses observateurs. C'est de là, dit Montaigne, que s'engendre principalement la diversité d'opinions. Une nation regarde un sujet par un visage et s'arrête à celui-là, l'autre par un autre. La diversité des approches, donc, n'est pas une illusion. Le réel est riche, en fait, de ces différents aspects. Alors, pour un penseur strictement rationaliste, la diversité sera plutôt un phénomène qu'il s'agira de surmonter pour obtenir une vérité générale, un concept ou une idée. Pour Montaigne, en revanche, le déploiement des multiples aspects des choses est non seulement inévitable, mais la pensée donc doit l'accepter. Les philosophies ont le tort de se focaliser, elles aussi, sur tel ou tel aspect de la réalité. Ainsi, par exemple, Démocrite trouvait vaine et ridicule l'humaine condition. Il passait donc son temps à rire et à se moquer. À l'inverse, Héraclite portait le visage continuellement attristé et les yeux chargés de larmes, parce qu'il en voyait donc les aspects tragiques et pitoyables. Montaigne ne dit pas que l'un a raison et l'autre a tort, même si nous pouvons avoir une préférence personnelle pour l'un ou pour l'autre. Ces deux aspects de la condition humaine sont légitimes. Et, je dirais, il y a pire, puisque comme nous changeons, nous aussi, de point de vue avec le temps, il nous arrive régulièrement d'entrer en contradiction avec nous-mêmes. Je cite, « Tant il y a que je me contredis bien à l'aventure, c'est-à-dire peut-être, mais la vérité, comme disait Demade, je ne la contredis point. » Montaigne fait un effort donc pour décrire de manière sincère le point de vue qui est le sien au moment où il écrit. C'est donc non pas la vérité de l'énoncé qui importe, mais la véracité de l'énonciation, ce qui est différent. C'est ce qui explique, par exemple, qu'il dit ne pas se soucier du reproche d'inconséquence, au risque de se contredire. Alors, les choses, souligne Montaigne, donc n'entrent en nous que par composition. C'est une sorte de mixte entre les choses elles-mêmes, donc l'objet, pourrait-on dire, et le sujet. Il en découle, par exemple, selon le titre du chapitre 14 du livre 1, que le goût des biens et des maux dépend en bonne partie de l'opinion que nous en avons. Le jugement de valeur va conditionner la perception même que nous avons des choses. Et une question que se pose Montaigne, ici qui est une mise à l'épreuve d'une thèse stoïcienne, c'est dans quelle mesure nous pouvons modifier la manière dont les choses nous apparaissent, dans quelle mesure donc nous pouvons maîtriser nos jugements de valeur afin de tenir à distance notamment les accidents de la vie et les maux qui pourraient nous affliger. Alors, chez Montaigne, on voit que c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Il y a donc un mélange en fait entre les choses et le sujet qui fait que nous n'avons pas la maîtrise complète de nos représentations, mais nous pouvons les faire, elles évoluent de toute façon et nous pouvons les faire évoluer. Les écoles de philosophie, dit-il, ont péché par leurs approches partialisées, dit-il, selon le terme utilisé par Montaigne. L'une s'est concentrée sur l'inconstance corporelle, la variation du corps, l'autre sur le pouvoir de l'âme, par exemple. Il pense en particulier, bien sûr, le corps et l'âme, plutôt le corps du côté des épicuriens, l'âme du côté des stoïciens, mais il faut pouvoir faire jouer l'une contre l'autre éventuellement, si nous voulons que le jugement reste libre. Je cite, « Aristippe ne défendait que le corps, comme si nous n'avions pas d'âme. » Alors Aristippe, ici, c'est un philosophe cyrénaïque, non pas épicurien, pardon. Zénon n'embrassait que l'âme, comme si nous n'avions pas de corps, tous deux vicieusement. Il ne faut donc pas choisir entre les différentes écoles de philosophie dans l'Antiquité, même si ce non-choix n'est pas systématique non plus. À l'occasion, il faut se réserver le droit d'être sceptique, stoïcien, épicurien ou même aristotélicien. Cette liberté intellectuelle qui est cultivée par Montaigne reste donc une leçon pour nous aujourd'hui.